Bonjour les potos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au circuit d'Aragon, Motorland Aragon, en Espagne. Il me semble que c'est en Espagne. Comment? À l'odeur. Ah ouais, alors il y a un truc qui est important à savoir, c'est qu'on va marcher en même temps parce que ça doit être super relou de marcher comme ça. Il y a un truc qu'il faut savoir, si vous êtes déjà allé en Espagne, un petit peu dans les terres, vous le savez, il y a beaucoup d'élevage de cochons et ça pue. Donc au début, on est vraiment pas bien. T'as pas eu l'impression ce matin, t'es pas dit tiens, ça pue plus aujourd'hui? Bah ouais, je suis d'accord. Et en fait, c'est juste ton nez qui s'est habitué. Tu vois, ça c'est comme quand tu pètes sous la couette, toi ça te dérange pas, et puis ta meuf elle pète les plombs. Ne faites pas ça, c'est dégueulasse. Bref, on est au circuit de Motorland Aragon, donc on est en face de d'Aragon, en dessous de Lérida, voilà, ce coin-là. Pas loin de Barcelone finalement. C'est un circuit qui est à la base développé pour la moto, mais c'est pas le sujet, on s'en fout. Aujourd'hui, le sujet, c'est de vous expliquer qu'est-ce que c'est Ultimate Cup, comment ça fonctionne, comment ça s'organise un week-end. On vous a fait des longues vidéos, vous avez tout le déroulé, vous pouvez le vivre de l'intérieur, mais là on va essayer de vous expliquer un peu plus en détail le fonctionnement de la compétition. Il y en a beaucoup parmi vous qui sont plus intéressés par le drift, on va dire à la base, qui comme nous comprennent rien à comment ça marche. Parce que nous au début on comprenait rien à comment ça marche. Je suis pas en train de dire que maintenant on comprend. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous voyez déjà les paddocks, c'est très stylé. On n'est pas habitué nous à voir des grands camions, les types ils ont des antennes, on dirait ils parlent avec des martiens, regarde ça. C'est ça. Des fois quand je regarde le paddock, j'ai l'impression que c'est à celui qui aura la plus grosse antenne. Finalement, on en revient toujours à la même chose, hein. Celui qui a la plus grosse. On a des Smiths partout, espèce de réceptifs de malades et tout. Bon, c'est un peu un autre monde par rapport au drift, mais en fait, c'est super sympa. Tout le monde est très cool. Regarde les deux, regarde, il y a que tous les Mongols que tu vois, c'est nous, en fait. Hop, 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 hop. Et ici. Alors, je présente JC, pilote de NASCAR. Il parle pas français, hein. Mais là... Ah si, faut savoir il parle pas français non plus, il est turc. Il est épicier, star d'Instagram, et il nous fait l'honneur aujourd'hui de nous accompagner. Voilà, on a un petit VIP pour le week-end. Vous mettrez le lien de son compte Instagram en bas ici. Joyeux anniversaire. Voilà, il est là, il arrive. Attention. Comment qu'ils vont? Voilà, donc c'est vrai que Fred Vasseur, il a changé. Il a changé. Il a pris un petit coup de jeune. Il a pris un petit coup de jeune, mais il a aussi pris un petit coup de vie en début de week-end parce qu'il a chu, n'est-ce pas? Oui, j'ai chu effectivement. Je suis tombé du camion. On n'avait pas les moyens pour un neuf, on a acheté tombé du camion, quoi. Voilà, c'est bien. Et ça va mieux? Ben, ça va un petit peu mieux. T'allais te faire manipuler chez le... Pas encore. Non. Alors ça c'est Dodo, Dorian. Il y en a plein qui l'ont déjà vu sur les vidéos qui datent de 2008, 2009, 2010, 2012, tout ça. Ouais, tout ça. À l'époque on était cons, on l'est toujours. Et... On s'est un peu calmé, mais... Et du stunt. Et du stunt, voilà. Et maintenant il fait... Je fais de la mécanique. Enfin, je suis chef. Je fouette les jeunes là-bas. Très bien. Comme dans Astérix Obélix, tu sais, celui qui fouette les esclaves, c'est lui. Et Biscotte, ça va être le chef des syndicalistes. Ça a commencé. Eh ben on va le fouetter. Au revoir, bon courage. Hein. Allez, merci. Au revoir. Hein. Bonne course. Have a great day. Parle pas français lui aussi. Tiens, regarde. Ça c'est la chef des réseaux sociaux de l'Ultimate Cup. Ouais, bonjour. Comment ça va? Eh ben ça va très bien. Voilà. C'est pour le Covid ça. Salut, Amélie, Ultimate Cup, charge de la communication et du live, voilà. Ben, ça tombe bien. T'es pas encore là, mais tu t'es en train de communiquer. Alors. Ok. À la base on cherchait Alexandre. On t'a Alexandre croisé. Herbin, Bah oui. bien sûr. Mais on se dit tiens tu vas nous faire le début de présentation. Qu'est-ce que c'est? Donc l'Ultimate Cup c'est un championnat de sport automobile, donc Ultimate Cup European Series ici. Bel accent. Très bel accent. Thanks. Bravo. Thanks my best. Parle pas français ouais. non plus. Ça va, c'est cool comme boulot. C'est incroyable, on s'ennuie vraiment pas. C'est J'ai vraiment l'impression que chez vous les gens ils sont un peu comme chez nous. C'est tout le monde est fou mais différemment. Ouais c'est ça. Ouais. ça. C'est qui le plus fou selon toi chez vous? Alors Rémi ça fait 6 ans qu'il est là. Faut être vraiment fou pour rester autant de temps et être toujours à peu près sain d'esprit. Je pense qu'on a chacun notre petit grain de folie, on se complète super bien entre nous. Alors je vais poser la question à chaque fois que je vais parler à quelqu'un de l'Ultimate Cup et j'espère qu'ils vont répondre en majorité toi. Comme ça dans la vidéo tu vas te dire quelle bande d'enfoirés. Histoire de vous expliquer bien comme il faut parce que nous on comprend toujours rien. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir Alexandre qui est le chef on va dire des médias. Voilà, c'est aussi une des deux voix que vous entendez sur le live. Il va nous expliquer un peu plus en détail, il va nous faire visiter, il va nous montrer comment ça marche. Juste avant d'aller voir Alex parler de l'Ultimate Cup, on passe devant chez Lamo Racing Car. Et leur team manager c'est Augustin, j'ai passé mon BPGEPS avec lui donc on va aller l'embêter 5 minutes. Alors que voici Augustin. Voilà Augustin. On adore se faire des bisous en France. Tiens, ouais. Est-ce que tu peux nous dire te dire qui est le plus fou chez vous? Ah ouais? Non, ça paraît pas. Tu lui parles de RCZ. C'est quoi ce prénom? Bertrand. Bertrand? Bonjour Bertrand. J'ai rien à dire, Jérémy. Bonjour Bertrand. Comment ça va? Pas trop mal, ça allait bien avant que t'arrives en tout cas. Ouais, alors apparemment tu es passionné par les Peugeot RCZ. Ouais. Est-ce que c'est la vitre à la Spirou qui t'inspire comme ça? Coffre de toi. T'aurais pu le faire, toi qui es dans le tuning. Alors, il vient de dire que t'es dans le tuning. Il vient de dire que j'étais dans le tuning. Cela dit, la semaine dernière, j'ai eu une super idée, tu vas me dire ce que t'en penses. Je me suis dit que sous une GTR, j'allais foutre des néons. Ça me plaît. Et sous une meuf, j'allais la mettre en mini-jupe avec un plug à LED pour avoir la même couleur quand elle sort de la voiture. Qu'est-ce que t'en penses? T'as déjà utilisé ça? Non, t'as pas eu déjà... Tu l'as déjà fait? Pas d'avis à donner. Bon bah, moi je pensais déposer un brevet bientôt, c'est mort. Voilà, on se casse. Regarde, c'est lui qu'on cherchait. Je vous appelle
depuis longtemps. Ouais, tu vois bien qu'on bosse? Ouais, et personne me répond. Mais parce que tu vois bien qu'on bosse. Ouais, bah... Alors on mettrait les sous-titres, il parle pas français non plus. Hein. Non, c'est vrai. Non, en fait, si tu veux, on allait voir Bertrand parce qu'on voulait parler de RCZ. Mais ils préfèrent les Bugatti Chiron. Tu peux nous faire voir ton fond d'écran? C'est vrai. Alors finalement, je pense que Bertrand n'est pas le plus fou, mais c'est le plus persécuté. En tout cas, entre une Bugatti Chiron et une RCZ, effectivement, il n'y a pas vraiment de diff. Hein. Non, elles ont toutes des vitres qui coûtent très cher. À part ça, je vois pas le... Bon alors Alex, tiens, tu tombes bien, on va venir te voir. On voulait en fait on s'est dit, depuis le début de l'année, on a fait des vidéos, des machins, on monte notre week-end. Mais on se rend compte, plus les week-ends avancent, que même nous, on comprend pas toujours tout à fait le fonctionnement. Alors c'est parce qu'on n'est pas aidé non plus, on va pas se mentir. Pour les gens qui nous suivent et qui viennent très souvent du drift ou de la moto, des fois c'est pas super clair. Bah allons-y. L'Ultimate Cup, c'est un championnat très atypique parce que sur un même week-end de course, on a des prototypes, vous l'avez vu avec Switch Racing, des GT, alors pas ce week-end, mais vous l'avez aussi vu avec Switch Racing, et des monoplaces. Je me permets, hein, parce que je me coupe de Ah ouais. Faut le mettre du bon sens, tu as bien raison. Dans les championnats modernes, ça n'existe qu'ici. L'Ultimate Cup Series, ça a cette particularité dans le monde, d'être le seul. C'est un championnat qui va en France et en Europe. On a déjà annoncé notre calendrier pour l'année prochaine, donc je vous invite à aller le voir. C'est aussi une ambiance qui est particulière parce que les gens se mélangent. Les pilotes de monoplace, les pilotes de GT, les pilotes de Nova. Avec le Cap d'Agde, je tiens à préciser. Non, c'est un mélange de pilotes fraternels avec beaucoup d'échanges sur les setups, sur les datas. Pas d'échange Cap d'Agde, hein, toujours pas. Hein. Et voilà, donc c'est un championnat atypique à bien des égards. On vous invite à venir voir lors de nos 2 dernières manches en France, à Manicourt et au Paul Ricard. Pour le fonctionnement, vu qu'il y a plein de catégories, les catégories elles s'enchaînent les unes après les autres pendant les 4 jours de week-end. Et ça permet donc en l'espace de 2-3 heures de voir toutes nos séries passer les unes après les autres. Et c'est très enrichissant pour les spectateurs pour voir plein de pilotes, plein d'équipes, plein de voitures différentes. En monoplace et en prototype, on est sur des voitures monotypes où tout le monde a la même voiture. Des F3R pour la monoplace et des NP02 comme Switch Racing pour les protos. Mais en GT, par contre, il y a plein de constructeurs, Porsche, Ferrari, Audi et j'en passe. Et donc, c'est vraiment un championnat qui est très attrayant pour les pilotes, pour les teams, pour les constructeurs et qu'il faut venir découvrir. Par exemple, en endurance, c'est par là qu'on commence parce que dans l'Ultimate Cup, il n'y a pas vraiment d'endurance. À part aller faire 12 heures de karting. C'est vrai qu'en voiture, pour les pilotes qui ont envie, par exemple, d'aller chercher... Non mais on peut discuter, regardez. Non mais parce que regardez la caméra, faut savoir aussi, petite astuce, ça peut être très perturbant. Alors, quand on est deux. Parce que les gens, derrière leur écran, ils se disent mais pourquoi ils me fixent? Alors moi je prends l'exemple de Franck Montagny et Laurent Dupin qui se répondent comme ça, mais en regardant la caméra. Ouais c'est vrai, mais il faut faire des allers-retours. J'aime bien, t'as un petit air de Laurent Dupin. C'est vrai. C'est un très beau compliment parce que Laurent Dupin est quand même un grand spécialiste. Si j'ai un petit air de Franck Montagny, normalement je vais partir en courant dans les box dans pas longtemps. C'était pas ce que tu étais en train de faire chez Lamont Racing. Salut Francky. C'est vrai que c'est un bon step dans l'endurance parce que on a beaucoup de pilotes qui viennent soit de la monoplace, soit en GT par exemple des catégories sprint, de la Porsche Caracup France, de l'Alpine Cup, et donc ça permet d'apprendre le monde de l'endurance parce que c'est vraiment quelque chose qui a rien à voir avec les courses de 20 minutes, d'une demi-heure. Il faut tout apprendre, les changements de pilote, savoir partager sa voiture, savoir la régler en fonction de l'homogénéité des niveaux des autres, et c'est un bon endroit pour bien apprendre pour après progresser vers le Graal suprême, évidemment les 24 heures du Mans. Il y a plein d'étapes intermédiaires. Justement, c'est quoi les étapes? On va dire qu'après la Nova, on a les championnats typés Le Mans Series, donc avec soit la Michelin Le Mans Cup ou LMP3 qui est on va dire peut-être après la Nova, quoique les Nova et les LMP3 ont des performances plutôt similaires. Tout à fait, il y a un truc que j'ai appris, je crois hier ou avant-hier. Pour pouvoir aller en ELMS, il faut avoir performé en Michelin Le Mans Cup. C'est vrai aussi. En fait, la Michelin Le Mans Cup, le LMS et le WEC, pour faire simple, ça marche un peu comme la F3, la F2 et la F1. C'est-à-dire qu'on arrive en Michelin Le Mans Cup, on apprend le prototype, on apprend à gérer le trafic, tout ça. Après, par exemple, être passé par la case Ultimate Cup. Et après, une fois qu'on performe en Le Mans Cup, on se fait repérer en ELMS. Alors, en ELMS, il y a aussi des LMP3, donc mais on peut aller en LMP2 et après le Graal, le WEC avec l'hypercar ou même filière, mais en version GT avec les GT3. Donc c'est vrai qu'ici, c'est un très bon moyen de mettre le pied dans ce monde-là, tout apprendre, tout connaître, commencer à se faire repérer, parce qu'il faut dire qu'avec nos Nova NP02, on en a 26. C'est un peloton qui commence à faire du bruit. On a des pilotes qui ont déjà fait de belles choses. On a quand même cette année Mathias Bech chez DB Autosport qui vient de faire la pole au 24 heures du Mans. Pour vous dire que voilà, on a des jeunes, on a des gentlemen et on a des pilotes d'expérience. Puis même chez vous, dans votre équipe, on a aussi des pilotes internationaux. Et à l'image d'Alister, et donc ça permet aussi aux pilotes qui viennent de loin mais qui viennent rouler en Europe, d'amener des sponsors jusqu'en Europe, jusqu'en Ultimate Cup. Plus le championnat est connu, plus les partenaires ont envie de soutenir les pilotes, les teams dans ce championnat. Bon, alors il y a un truc qui est super important et je l'ai déjà expliqué pour le drift. Sans sponsor, c'est un monde qui marche pas, que ce soit pour le championnat ou pour les pilotes. Si les pilotes ils ont pas de partenaires, ils peuvent pas payer, ils peuvent pas rouler. Si le championnat il en a pas, il aura pas assez de ce qu'il prend aux pilotes et aux écuries pour pouvoir fonctionner. Donc en fait tout ça marche grâce aux sponsors et aux partenaires. C'est pas super simple d'en trouver. Plus il y a du monde qui suit, c'est comme nous en fait,
parce que sans vous les gars, moi j'aurais même pas fait un seul dérapage. Plus c'est vendable, on va dire. Sûr. Donc, on va parler français, faut dire les choses. C'est ça qui permet de rapporter de l'argent pour fonctionner. Il y a un truc en Ultimate Cup qui est cool, c'est qu'en général le week-end est gratuit pour les visiteurs. Donc c'est cool de le suivre sur le live. En plus sur le live, il y a des commentateurs qui sont plutôt doués, pas terrible. Faudrait que tu me les présentes, je les connais pas bien. Eh ben écoute, je passerai les voir demain. J'ai des mots-clés à placer. La dernière fois, j'en ai placé un quand même. Hein. Ah bon? T'as même pas capté? C'est passé nickel. Ouais, c'était smaragdin, c'est une nuance de vert. Bah alors celui-là, il est plus difficile cette fois, mais on va voir ça passe. Oui, on m'a fait part dans ton équipe qu'il y avait des mots à placer demain. C'est vraiment des balances. Je connais pas le mot. Je te le dis, c'est un animal. C'est un animal. Ouais, le live c'est cool, et franchement il est intéressant, en plus vous expliquez pas mal. Il y a un truc qui est super important que j'ai remarqué dans le drift déjà, c'est que pour que les gens s'intéressent à quelque chose, faut leur expliquer. L'endurance c'est quand même particulier. On a les histoires de gold, silver, bronze, etc. Alors déjà, franchement même moi il m'a fallu du temps. Je savais pas que j'étais silver d'ailleurs, ce qui est con. C'est une classification FIA. Tu peux expliquer vite fait ce que c'est? Alors en fait la classification FIA c'est faite à partir du passé du pilote, donc de l'expérience, des résultats, de son âge aussi. On n'a pas le droit d'être pilote bronze jusqu'à 30 ans, donc ça veut dire qu'un pilote de moins de 30 ans qui commence le sport auto, s'il fait des courses internationales qui sont reconnues par la FIA, il va être classé silver. Si la première course que vous faites c'est 24 heures de Dubaï, c'est une course FIA, vous avez 28 ans, c'est votre toute première course, et ben vous serez silver alors que vous avez aucune expérience. Être silver dans un équipage comme ici en Ultimate Cup European Series, il y a des pilotes bronze qui se mélangent avec des pilotes silver. Les pilotes bronze c'est donc les amateurs ou les pilotes confirmés mais âgés, dans le sens plus de 30 ans, on dit qu'ils auront peut-être pas la même performance qu'un jeune de 20 ans qui arrive et en pleine bourre. C'est totalement faux, c'est vrai. Plus la line-up est compétitive dans un équipage, à savoir, imaginons on a 2 silver et un pilote bronze, le temps d'arrêt au stand en Ultimate Cup sera plus important qu'un équipage qui a un pilote silver et 2 pilotes bronze. Nous on est tellement cons qu'on arrive avec 3 silver, mais on les aime bien. C'est parce que dans l'idée, on se dit que les silver vont aller plus vite en piste que les bronzes, et donc le temps qu'ils vont gagner en piste, on va leur faire perdre entre guillemets au stand pour que la course soit assez équitable entre les pilotes et que ça se joue vraiment à la performance. Mais voilà, il faut amener des bronzes performants, et pour les pénalités de temps, ça dépend de la longueur du circuit, c'est pour ça que ça change tout le temps. C'est une espèce de BOP finalement. Oui, c'est une BOP pour les pilotes, pas pour les voitures, parce qu'on peut pas les faire pour les voitures et que tout le monde a la même. Mais alors, c'est exactement une BOP. Par exemple, moi je suis silver. J'ai plus de 30 ans, ma première course j'ai plus de 30 ans. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai gagné le championnat de France de drift. C'est parce que tu as une grosse expérience et que tes performances... En dérapage? Oui, mais... c'est quand même pas cool, parce que du coup, en plus d'être nul, je peux prendre des pénalités. En fait, la classification se fait pas tout seul. Les pilotes envoient un dossier en demandant, bah, cette année, j'aimerais être silver quand c'est des jeunes pilotes qui commencent parce que si, parce que ça, parce que j'ai gagné ci, parce que j'ai gagné ça. Toi, après une saison complète où où tu montreras avec des datas précises que bah, techniquement, tu vas moins vite qu'un silver. Si je veux passer bronze, sur la première saison complète que je fais, il faudrait que je roule pas vite. Que tu roules moins vite qu'un silver. C'est bon, ça va être facile. Même des bronzes qui vont très vite, on l'a vu hier. Des bronzes qui vont très vite. 2 secondes plus vite que des silver, quoi. Mais classifié du coup. Ça dépend de leur expérience, parce qu'encore une fois, ça dépend aussi du résultat. Peut-être que c'est des bronzes qui sont venus tester 10 fois en Aragon, et qui forcément... À quoi sert la décision de direction de course d'après-midi? Ah bah là... Là on tombe dans le moment que j'adore. Il a enfilé son déguisement de druide. C'est ce que c'est pour nous les druides? Alors, j'ai cru entendre vaguement les rumeurs. Nous à la base c'était à cause de l'annexe J, les constructions de voitures, les normes. Et quand t'allais demander aux mecs de la FFSA, te disaient toujours, alors je pense que ça veut dire ça, mais ça n'engage que moi. Alors, ils ont tous la recette de la potion, mais ils te la donnent pas. Et c'est là où c'est difficile. On a le même truc avec la BOP par exemple. Carrément, les gars ont plus le droit d'en parler parce que c'est complexe. C'est quoi une BOP pour les gens qui La BOP, c'est la balance en performance. Donc en fait, c'est la même chose que la classification pilote, mais sur les voitures. Donc la direction de course, en gros, c'est la CO pour la BOP. Décide d'une course à l'autre d'alourdir une voiture, d'enlever des chevaux, de machin, pour essayer de niveler. Bon, le truc c'est que tu vois des trucs, par exemple, là, t'as Toyota qui est devant pendant 2 ans et puis d'un coup ils sont 17e l'année d'après. Il y a peut-être des réglages encore plus infimes qu'on ne connaît pas. Donc c'est vrai que c'est un milieu qui est assez sombre parce que il y a de la politique, je pense là-dedans, et a priori. Le problème c'est que même les gens du milieu ne savent pas exactement comment on fait une BOP. Du coup, tu te dis, il y a peut-être de la politique. Je pense que l'endurance, elle a un truc à gagner dans l'explication et la transparence. C'est un truc, à mon avis, qui va être important. Ça, c'est pour le fonctionnement de la compète et particulièrement en ce qui nous concerne, c'est l'endurance. Chez Ultimate Cup, il y a toi qui fais le live, etc. Il y a une salle avec tous les écrans et tout. Ça existe, ça? Oui. Tu peux nous la faire voir? Alors, c'est en direction de course. Ouais. On va aller voir si on peut. C'est pas sûr. On va leur demander. Ouais, on peut faire ça peut être cool, c'est loin. Il faut que je la trouve déjà, mais... C'est ça que j'aime bien en fait à Ultimate Cup, c'est que évidemment de là où nous on vient, c'est ultra sérieux, ultra carré, mais il y a quand même ce côté un peu à la Switch.
pas à l'arrache parce que t'as le côté rigolo et sérieux en même temps. C'est dur à trouver en fait. Ce qu'il faut dire, J'ai c'est peur du moment où on va aller ailleurs. faut rester ici avec nous. Potentiellement, tu vas ailleurs et puis une fois que c'est fait, tu reviens là, je pense. C'est la première fois qu'on vient ici, en Aragon, dans l'histoire du championnat. Ah ouais? Et si tu m'avais dit au Castellet, viens, on va voir la direction de course, je sais très bien où c'est. Ici en Aragon, bah, on va la découvrir en même temps que vous. Bon, on va les visiter ensemble. Ce qu'on va faire, c'est que je vais profiter pour aller pisser parce que lui, il a besoin de reposer ses bras là. Je le vois. Regarde, regarde. Ouais, il en peut plus. Regarde l'avant-bras, il est bandé qu'il en peut plus comme. Tiens, attends, on va redonner du courage avant d'aller voir la direction de course. Potion du druide. Oui. Au yuzu. Yuzu. C'est ce que c'est yuzu? Bah oui. C'est quoi? Je saurais pas l'expliquer, Ouais. mais Du citron japonais. c'est un citron japonais. C'est un citron de drift. C'est ça. Bonjour. Ça va, en fait, on a des trucs comme ça. C'est le patron. On va le voir. Ça se trouve, on va se faire tège. Ça serait trop bien. La direction de course. Direction de course, c'est là. Mais Mais c'est pas là qu'il y a les écrans. a priori. On a une vie. Ah bah c'est bien. Regarde. Ah ouais. On dirait un petit amphithéâtre. Voilà. On va. Je sais pas si j'ai le droit de rentrer. Bon, je prends le risque. En plus, c'est drapeau rouge. Oui, bah, faites ce que vous voulez. Je prends le micro. Allez. Il y a bien marqué ne pas entrer. Donc j'entre. D'accord. Voilà. Est-ce possible, de filmar de. Si. Muchas gracias. Vous avez un rush de moi en espagnol en plus. Et il m'a dit, bien sûr, allez-y. Donc, la direction de course, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? 3 rangées de personnes avec des écrans divers et variés. Certains ont le live timing, certains ont des plans précis du circuit, d'autres comptent les limites de piste. Donc c'est ici que toutes les règles sont vérifiées. Donc toutes les règles de bonne conduite en piste avec les autres, évidemment, c'est respect des limites de piste. Tout est vérifié, tout est scruté. Comment ils font? Bah, avec tous les écrans que vous voyez. Il y a donc chaque entrée et chaque sortie de virage, plus les lignes droites, donc on a, ça dépend les circuits, mais là je crois qu'on a minimum 18 caméras, parce que je vois 18, et donc là on peut, en direction de course, rien louper. On a accès à toutes les images, que ce soit la piste, mais aussi les à côté, c'est-à-dire l'herbe, les bacs à gravier. Pourquoi? Parce que voir les pilotes, voilà, s'il y a un crash, dans quel état est la voiture, savoir si c'est un petit crash mineur qu'elle va repartir, si c'est complètement fini et que du coup on doit mettre un drapeau rouge, comme ce qui est en train de se passer actuellement. Je crois qu'on est sous régime de drapeau rouge. Ces personnes-là, elles sont là toute la journée, à chaque séance, et donc c'est elles qui, depuis ce poste, mettent donc les drapeaux rouges, les drapeaux jaunes, infligent les pénalités. Dans le box, je crois que vous l'avez déjà montré dans l'une des vidéos, on a en bas du lap timing les petites lignes, voilà, les track limits, parfois les pénalités pour comportement pas sécuritaire, et donc c'est des personnes qui sont très très attentives à ce qui se passe. Donc la personne va appuyer, donc vous voyez drapeau rouge, drapeau jaune, safety car, Zoom sur les drapeaux. voilà, et vous allez nous dire. Et en commentaire, vous allez nous mettre la description de chaque drapeau. Quand j'ai passé mon BPJ, on a appris tous les drapeaux par cœur. Je vous garantis qu'il y en a je connais pas. Et regardez là, vous voyez, on voit les voitures passer. Alors là, pour les track limits, on regarde à l'intérieur, à l'extérieur. Et en fait, ce que vous voyez aussi, c'est que sur leur polo, il y a marqué Motorland Aragon. On voit tout en bas, là-bas, au premier rang, c'est les directeurs courses de l'Ultimate Cup. Mais ceux qui gèrent sur tous les circuits du monde entier sont du circuit en fait. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissent par cœur. Et donc la direction de course, elle doit veiller, mais c'est quand même bien plus simple d'avoir des gens du circuit qui connaissent là où il y a les track limits, parce que le directeur de course, ça lui fait faire beaucoup de circuits, il peut pas tous les apprendre par cœur, et surtout il peut pas maîtriser la technologie, parce que peut-être qu'au Paul Ricard, c'est pas la même façon de mettre les track limits, voilà. Que ça coûte cher de louer un circuit, parce que évidemment. un coup de bitume avec un portail à l'entrée. Rien qu'à vue de nez, il y a une 7 à 8 personnes du circuit de Motorland qui sont là pour la direction de course. Donc là, regardez, on va faire un relevé, et en fait, ils enchaînent du coup toutes les séances, toute la journée. Les temps de pause, c'est leur moment de pause aussi, mais ils sont là vraiment, là on roule de 9h à 19h40. Ils sont sévères, ils en doivent en avoir tellement marre d'être là-dedans. C'est très rare. Je pense que c'est la première fois sur un circuit que je vois une direction de course avec justement une vitre derrière pour voir ce qui se passe. Quand tu viens là, c'est toi qui as une réclamation, ça peut arriver. Si t'es convoqué à la direction de course, en général, c'est que t'as fait une bêtise ou qu'on te demande des explications, ça arrive. Mais sinon, tu rentres pas. Tu filmes encore moins. Quand on est convoqué, on voit souvent pendant les essais libres, team manager de telle voiture est convoqué. Et quand je vois ça, à chaque fois, je me dis, oh putain. Mais alors, c'est pas forcément qu'il y a une faute grave, pas forcément qu'une pénalité va arriver, c'est qu'il peut y avoir un problème de transpondeur, problème, voilà. Alors, évidemment, c'est jamais pour savoir si on va bien. Mais c'est pas forcément parce qu'il y a une pénalité, parce que il a fait quelque chose de grave. C'est dinguerie que t'as vu le mec s'est fait convoquer pour une grosse connerie. Alors, j'ai déjà vu un avertissement de la direction de course pour quelqu'un qui a fumé sur la grille. Oh waouh. Alors, l'ingénieur à qui on travaillait ce jour-là m'a dit, ça fait 15 ans que je fais du sport auto, j'ai jamais reçu cet avertissement. Donc c'était probablement une première mondiale. Vu que c'était une première mondiale, je pense que même la direction de course... voilà, c'était On fait quoi, Michel? Un avertissement, je sais pas quoi faire d'autre. C'était rapporté par un marshal qui était sur la grille, forcément. Ça va être en Hongrie, parce qu'en Hongrie, Marshall, ça se traduit poucave. Oui.
ce qu'on n'a pas précisé, c'est les pénalités qui sont mises directement ici. Ouais. Mais par exemple, quand il y a un incident entre deux pilotes, plus en sprint qu'en endurance, les pilotes sont convoqués après la course pour s'expliquer. Et dans ce cas-là, ça se passe pas ici, ça se passe avec le collège des commissaires. 3-4 gars qui sont en face de toi et qui te regardent pas bien. Voilà, et qui disent, bah alors quelle est ta version des faits, pilote A, après au pilote B, comment tu juges la scène. Ils ont accès aux vidéos qu'ils peuvent regarder ou non. D'ailleurs, on a les caméras embarquées qu'on a dans les voitures, qui sont des caméras obligatoires, qui doivent se déclencher toutes seules quand on démarre la voiture. Et ça, c'est un truc que nous, par exemple, dans les autres catégories, on n'avait pas vu. Ils peuvent venir prendre ta carte SD dans ta caméra pour étudier les images, si t'as fait une connerie. Moi, j'ai une question. Est-ce que, par exemple, s'il y a une décision de direction de course et qu'on est potes avec eux, on peut les appeler? Pardon. Qui ne tente rien n'a rien. Il y en a un qui s'est dit la même chose, ça a bien marché. Voilà, donc essayons. On est à combien de convocations depuis le début de l'année? Après, ce qu'il y a aussi, ici, il y a aussi des juges. C'est-à-dire qu'on n'a pas sur la majorité des circuits, hormis en Formule 1 évidemment, des caméras de track limit sur tous les virages. C'est-à-dire qu'il y a des virages qui sont ciblés, on en a 3-4, on met des caméras pour pouvoir regarder les track limit, et le reste, ce sont ce qu'on appelle des juges de fait, qui sont placés à d'autres points stratégiques du circuit et qui peuvent dire telle voiture à un virage donné a fait track limit à ce moment-là. Et du coup, ça rentre en tant que track limit, même si à la caméra on l'a pas vu parce que c'est pas un virage surveillé par la caméra. Mais donc, vu que c'est humain, il y a une erreur humaine. Il y a forcément un jour où on va revenir, ce sera pour d'autres raisons, et on essaiera de se rappeler que bon bah ils savent ce qu'ils voient et ça fait 4 jours qu'ils sont là et il faut pas les emmerder. Tu viendras avec moi puis tu essaieras de me le rappeler si jamais. Je suis pas sûr que le jour où tu seras convoqué, Axel aura le droit de filmer, mais t'essaieras. Au moins, moi jusqu'à l'entrée. Puis on mettra le micro-cravate. Yann viendra avec. Non, peut-être pas. Non, bah si on y va, Yann et moi, laisse tomber. Tiens, regarde, il vient de zoomer sur un petit track limit là. Regarde. Ouais, il regarde à l'intérieur si ça passe. Alors là, bon, il a repassé. Et on a ça va prendre, regarde, ça va prendre un peu. Alors, quelle voiture a pris un track limit? Là, il a le tableau des track limits sur le côté. Sandro a réussi à faire 27 track limit pendant les essais à Portimao. Ah oui, mais pourquoi? Record à battre. Bon, bah merci beaucoup en tout cas pour cette petite visite. Grand plaisir. Merci Alexandre pour les explications, ça fait beaucoup d'infos, même pour vous j'imagine que ça en fait beaucoup. Ce qu'on va faire c'est qu'avant d'aller encore plus loin, parce qu'il y a encore des tonnes de choses à expliquer, les refuelings, les arrêts pour remettre de l'essence, les pit stops qui sont assez complexes aussi des fois, ce qu'on va faire c'est que si t'es d'accord, on va leur demander de poser leurs questions dans les commentaires de cette vidéo, et à chaque vidéo on répondra à quelques questions, et puis tu nous expliqueras tout ça, parce que t'expliques bien, dites-lui qu'il explique bien. Merci d'abord pour vos messages, parce que vous allez dire que j'explique bien, donc je les remercie par avance. Avec plaisir, on répondra à toutes vos questions, que ce soit sur l'organisation générale du championnat, sur des points précis, sur le paddock aussi, parce que c'est vrai que c'est une vie qui est un petit peu différente par rapport à d'autres sports. Donc avec grand plaisir dans les commentaires, on vous retrouve. Et puis du coup, on se retrouvera à Manicourt pour les prochaines questions. Exactement. Et puis à Manicourt, je pense qu'on fera un moment un peu plus poussé pour comprendre comment ça fonctionne aussi. Parce que là, sinon, on va vous saouler. Allez, bisous à tout. Les ingés ils collent les télés au mur et après quand tu mets la finition, et ben la télé elle pousse la finition. Ils sont mignons avec leur merde là. Et voilà, tu vas encore me couper. Je t'ai vu dans la vidéo de Portimao là. Tu m'as mis au moins 10 cuts sur 3 minutes de vidéo là. Je devais raconter une connerie par seconde. J'ai vu ce que t'as fait. Sache que maintenant, je vais faire pire. Tu vas en chier grave sur le montage. Eh ben ouais, super, très bonne reprise. Ça fait un moment que j'avais pas mis les pieds dans cette voiture qui est bien différente de ce que je pilote en ce moment. Donc ouais, c'est de se remettre dedans. Ça a été plus vite que ce que je pensais parce qu'on a une voiture qui est super, surtout pour la première séance de ce matin. Très permissive, elle met en confiance. La piste aussi, donc non, c'est très bien, très content et ça fait plaisir. Maintenant, c'est ouais, par les setup et voitures, il va falloir avoir un petit peu de kilomètres et que nous trois pilotes, on connaisse la piste et qu'on se cale ensemble sur notre driving. Donc on a encore un peu de boulot là-dessus. C'est la première fois que je roule ici et j'ai pas eu le temps spécialement de préparer le week-end parce que j'ai enchaîné avec un autre, donc ça donne du peps en plus quoi. C'est cool. Alors qu'est-ce que tu penses de la vue, Kevin? C'est bien hein.
Ils ont jamais roulé sur le circuit, donc la première séance c'était vraiment pour eux découvrir, savoir comment ça tourne, savoir où freiner. Donc là on a fait un débrief après pour les aider à progresser déjà là-dessus. Là on va partir avec des pneus neufs, donc on va bosser sur du setup, alors que ce matin c'était vraiment juste dérouler et les faire rouler. Enfin à partir de maintenant ça va être vraiment, on va bosser pour améliorer la voiture, pour être un peu plus perfo, pour que eux soient perfo et que nous on soit perfo avec la voiture. Rien de méchant en fait, il n'y a rien qui nous met en panne, c'est des petits détails qu'on doit régler parce que la voiture a été un peu reconstruite entre Portimao et maintenant. C'est juste valider que tout fonctionne par rapport à ce qu'ils nous ont dit, retoucher un petit peu, mais il n'y avait rien d'exceptionnel. Maintenant il va falloir travailler. Là-bas là on a purgé l'embrayage parce qu'il était un peu au fond, la pédale était un peu au fond et ça accrochait un peu tout. Là on a fait une purge, l'embrayage est neuf donc de toute façon normalement il n'y a pas de raison. On a fait une purge, ça arrive des fois, il y a même une petite bulle d'air. Donc là c'est purgé, on va réessayer à la prochaine. Si après ça fait pas, on sera obligé de démonter l'embrayage et vérifier s'il n'y a pas un disque qui s'est bouffé ou quoi que ce soit. Bah là on a quand même toujours des problèmes d'essence, comme on avait à Portimao. Là on est en train de réfléchir à quoi faire pour tester. Des jauges à 30 litres quoi. Donc faut qu'on trouve une solution. Je comprends pas, moi, ils m'ont pas marqué Tchouf, je sais pas. Ah si, moi je vois écrit Tchouf. Hein. Ah oui. Ah oui, bon, puis là, ça va Evelyne? Jules 13, 2.8. Bob driver change, Bob driver change. Qu'est-ce que c'est que ce matériel mystique, Dorian? Oh là là. Alors là c'est un outil de haute technologie ça. Non, c'est pour faire tout simplement le set down de la voiture, donc on va tout mesurer, être sûr que ça n'ait pas bougé par rapport à ce qu'on a mis à l'atelier et surtout par rapport au setup qu'on a fait là pendant les séances. Avec ça on mesure la pince, le carreau, voilà, les hauteurs de caisse, tout ce qu'on a besoin de savoir. Ouais. On pense avoir solutionné les problèmes d'essence déjà, donc c'est pas mal. Petit à petit on élimine les merdes quoi. Tu changes le nez carrément. Ouais, en fait on enlève le nez, là on vient mettre des barres pour supporter des ficelles sur le côté. On met ce qu'on appelle des fausses roues, ça permet de mesurer ton alignement avec les ficelles qu'on avec. Papa, la barre elle est en carbone. Carbone fiber. On a vraiment trop envie de faire nos bastons avec. Tu sais, t'as envie, comme les bouteilles, tu la pètes en deux et tu plantes le mec. Toi, c'est en mode. Star Wars menace fantôme, tu sais, le retour des Sith. Exactement. Tu étais l'élu. Pour faire très simple, nous réalisons un carré aux quatre coins de la voiture, donc aux quatre roues, afin de pouvoir mesurer le parallélisme des roues avant et des roues arrière. Ensuite, le carrossage, donc c'est sur l'autre axe des roues normalement, et ça bouge pas trop. Les quatre coins sont au niveau parfait. Comme ça, la voiture est parfaitement droite. En faisant comme ça, on peut connaître aussi les hauteurs aux quatre coins de la voiture, chose qui est importante pour le comportement en circuit. Voilà, si elle est pitchée sur l'avant, elle est survireuse, machin, tout ça. Et donc, une fois qu'on a ça, qu'on a notre carrossage, notre hauteur, et si on met des balances, une répartition des poids, et ben on fait ce qu'on appelle une dalle. Parce que c'est sur 4 points alignés comme une belle dalle quoi. Pour avoir le parallélisme bien fait, on a des fausses roues, ça évite la déformation du pneumatique dans les mesures, ce qui est un peu chiant. Ça nous permet de régler le parallélisme. Les petites règles qui sont au-dessus nous permettent de faire les hauteurs de caisse. Voilà, comme ça on a le repère en tout point. Comme elles sont en usiné propre, les fausses roues, on peut prendre le carrossage directement dessus. En fait, c'est du matos qui permet de réduire l'imprécision et du coup de normaliser les mesures. Et le petit fil alors il sert à quoi? Et le petit fil, il sert, tu vois, toutes les fausses roues sont pareilles, il y a des valeurs là, graduées. Et comme on a fait un beau carré, si la roue elle est comme ça, et ben la valeur de devant n'est pas la même que la valeur de derrière.
sais qui va reprendre 3 mois. Vous étiez où? Après c'est pété quoi.